Beaucoup. Bonjour à tous. La journée a déjà été assez longue. Bon, je crois que c'est un colloque très intense avec des échanges assez mûrs là qui s'est tenu. Et c'est l'occasion d'abord pour moi de remercier vraiment les fondateurs d'Alice. Donc le CETIAT avec ses premiers partenaires, le CETIM, CTCPA, oui, tout à fait, Enea, et puis aussi ceux qui ont rejoint plus tard. Voilà, cette alliance Alice a mis du temps à éclore. Voilà, c'est un processus de construction qui a été long, mais qui délivre quand même beaucoup. Donc voilà, remercie aussi tous ceux qui soutiennent cette alliance, ceux qui l'alimentent et puis ceux qui en bénéficient, donc vous tous aujourd'hui en particulier, sinon elle n'existerait pas, voilà, pas de raison d'être, c'est aussi simple que ça. Bon, 2 jours de colloque, du coup, j'espère que chacun a eu un nuage de solutions autour de sa tête qui s'est amplifié, voilà, beaucoup de connexions qui ont pu se faire sur toutes les facettes de la décarbonation. Il y a des facettes très positives, des facettes qui sont encore en train de se chercher, qui posent débat, mais voilà, toutes les facettes sont véritablement importantes pour nos objectifs 2030-2050. Je crois que se demander si décarboner est une option n'est plus une question. Clairement, c'est une obligation pour l'industrie. Il y a d'ailleurs 2 volets dans la décarbonation et l'industrie, c'est décarboner l'industrie et faire l'industrie de la décarbonation. Voilà, je crois le mois dernier, une usine de pompe à chaleur en France a doublé de capacité. On a évoqué tout à l'heure des process assez intéressants. Voilà, les filières chimie, ciment ont indiqué les atouts qu'elles avaient pour la décarbonation. Donc voilà, il y a les deux côtés, opportunités, menaces. C'est assez clair et assez classique. Et puis on a aussi des objectifs assez implacables au niveau français et européen pour les années 30, 50. Les quotas carbone, voilà, en 2030, on aura baissé de 43% les objectifs d'émissions par rapport à 2005. C'est comme ça, et si ça coûte 1 000 € la tonne, ce sera comme ça. Voilà, je pense que ces sujets-là vraiment ne posent plus trop question. Alors, le titre, c'est la décarbonation en France et maintenant. Bon, la France a fait une stratégie, mais j'imagine que vous en avez déjà parlé. Et je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des appels à projets qui se font. Mais plutôt, et pour aller bref, quel message passer aux industriels qui doivent se décarboner ? Je pense que le premier message, c'est de foncer. Enfin, voilà, c'est vraiment le moment. Sylvie Padilla parlait d'alignement des astres en déplorant que la fiscalité n'était pas alignée, mais je crois que tout le reste est quand même aligné. Tout le volet technique, enfin, il y a beaucoup d'expériences qui se fait avec des solutions de rupture ou des solutions vraiment réplicables. Les enseignements du PIA montrent que les ratés techniques sont très rares. Donc voilà, ça c'est vraiment un point important. On sait quand même globalement soit quoi faire dans telle usine, soit comment s'y prendre pour trouver quoi faire dans ces usines. Le contexte économique aussi, je crois qu'il est pleinement présent. Enfin, je ne vous rappelle pas les prix d'euros par tonne de quota carbone. Il y a plein d'outils qui font que ça va continuer à fonctionner. Et on a une ambition aujourd'hui européenne pour encore grossir ça. Donc voilà, c'est une dynamique côté quota qui ne va pas s'arrêter. Et côté aide financière, tout à l'heure les C2E vous ont tous fait sourire, mais effectivement il y a 1 milliard d'euros par an de C2E qui vont dans l'industrie en France. Donc ça c'est inédit. Je ne vais pas dire profitez-en, ça ne va pas durer, parce qu'on a envie de faire durer ça. Mais il faut toujours être vigilant. Hein. Vous savez, en ce moment, on négocie les paquets européens. La directive efficacité énergétique dit, par exemple, qu'on ne donne plus de C2E pour les industries soumises à quota carbone. Donc voilà, on a vu, on va travailler là-dessus, négocier. Mais voilà, c'est vraiment un moment où il faut aussi en profiter sur le côté économique. Côté économique, donc il y a les C2E, il y a le fonds chaleur. Voilà, pendant des années, on a dit faut le doubler, on l'a doublé. En plus, on a ajouté un volet décarbonation de l'industrie, ce qui veut dire qu'on l'a triplé avec ce plan de relance. Et là aussi, on pense poursuivre ou aller plus loin. Politiquement, je crois que la question ne se pose pas, moralement non plus. Voilà, on a les rapports du GIEC, les différentes politiques françaises, européennes. L'an prochain, on aura la stratégie nationale bas carbone, la loi de programmation énergie-climat, la PPE. Voilà, un combo comme jamais, qui va arriver en même temps qu'on aura les conclusions européennes qui nous diront comment faire les 55% d'économie de carbone. Donc voilà, on s'apprête à avoir une grosse, peut-être pas une révolution, parce qu'on sait vraiment ce qui nous attend, mais beaucoup de nouveaux objectifs assez forts. Donc voilà, je pense vraiment que le message numéro 1, c'est foncer. Il n'y a pas trop de questions à se poser sur le fait qu'il faut décarboner.
Donc bon, il y a du coup une entreprise qui s'est jamais intéressée au sujet, je ne sais pas si ça existe encore, mais bon, s'informer, s'organiser, participer au colloque Alice, s'inscrire au programme Pro SMEN pour avoir un soutien pour être ISO 50001. Ça c'est quelque chose d'important, ou s'inscrire au programme ProRefi pour avoir une formation gratuite pour un référent énergie dans l'industrie. Voilà, il y a beaucoup d'aides en France là-dessus. Et c'est des aides, là, les deux que je viens de citer, Pro-SMEN et Pro-REFI, qui durent jusqu'en 2022 et 2023. Donc voilà, là le contact, si jamais certains qui nous écoutent s'intéressent, donc c'est la T2E qui pilote ces programmes. Bon, donc foncer, c'est bien beau, mais c'est un sujet qui est quand même pas si simple que ça. Quand on n'est pas en train de rénover des lotissements avec la même maison à chaque fois, qui a été construite la même année, et on sait exactement ce qu'il faut faire. C'est quelque chose de plus compliqué quand même de décarboner l'industrie. Voilà, je pense que vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour le savoir. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on donne une liberté totale à l'industrie pour se décarboner. On fixe un objectif et puis faites ce que vous voulez. À la limite, on dit aussi faites un audit énergétique, soyez ISO 50001, mais à chaque fois, faites ce que vous voulez, c'est sur mesure. Donc voilà, une grande liberté. Pour autant, il ne faut pas aller dans le greenwashing. Je pense que c'est quelque chose auquel vous faites attention. Voilà, acheter du papier pour verdir, ça ne marche plus. D'ailleurs, je pense qu'il y a 5 ans, on aurait dit verdir l'industrie, mais là, on parle décarboner. Voilà, c'est quand même quelque chose de plus concret. Et bon, même s'il y a des grandes recettes comme la biomasse, voilà, on sait que c'est décarboné, ça ne peut pas tout décarboner quoi, dans l'industrie, ça c'est sûr. Il y a des process spécifiques, et puis il faut aussi penser à tout ce qu'il y a autour de l'industrie. Enfin, tout à l'heure a été évoqué le transport, le bâtiment. C'est peut-être des consommations plus faibles, mais si en tant que référent énergie dans votre industrie, vous les oubliez, il y a une réglementation qui vous rattrape avec un décret d'obligation d'économie d'énergie dans le tertiaire ou d'interdiction de tel ou tel poids lourd mal étiqueté. Ces réglementations rattrapent et du coup, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut travailler. Donc le deuxième message, c'est peut-être de ne pas négliger l'ingénierie. Et voilà, je pense que beaucoup dans cette salle, effectivement, soutiennent pleinement un tel message, donc ingénierie interne ou externe, à la fois pour savoir comment décarboner, pour savoir comment éviter d'empirer le reste, c'est-à-dire que décarboner, mais émettre plein de composés organiques volatiles, bah, c'est pas une bonne chose non plus. On ne va pas non plus intoxiquer les riverains ou les écosystèmes pour décarboner. Voilà, je pense qu'on aurait raté la cible. Et puis, on a aussi des process très complexes, ne serait-ce que parce qu'ils n'existent pas encore, et plutôt que les créer et dans 10 ans se dire comment le décarboner, il faut le créer tout de suite à carboner. Donc voilà, ingénierie vraiment important. Et le troisième message, c'est viser ce qui est le plus efficace. Je ne sais pas si vous avez la petite diapo que j'avais mis sur les... Ah oui, super. Ce qu'on peut viser comme décarbonation par vecteur énergétique. Donc le pire, c'est en haut à droite, dans le charbon. Et le mieux, et on va commencer par le mieux, c'est l'efficacité énergétique. Le cœur de la décarbonation. Là, les grammes de CO2 par kilowattheure évité, bah, c'est 0, quoi. Et l'efficacité énergétique, on est obligé d'en faire. En fait, si on ne le fait pas, nos objectifs de décarbonation, qu'ils soient à l'échelle de notre entreprise ou d'un pays ou d'un continent, c'est pas la peine d'y penser, on les fera pas. Donc l'efficacité énergétique d'abord, ça c'est un slogan depuis les années 70, mais la directive efficacité énergétique, qui est en cours de révision depuis le 14 juillet, va en faire un principe législatif qui fait que chaque projet devra prouver qu'il respecte le principe efficacité énergétique d'abord. Ça ressemble beaucoup à l'autorité environnementale ou l'étude d'impact des projets. Donc voilà ce qui se prépare à Bruxelles sur ce sujet-là. Donc voilà, ce sera au-delà d'un slogan. Puisque je suis en train de parler de la directive efficacité énergétique, c'est aussi l'occasion de dire peut-être un peu plus sur le fait que ces objectifs qu'elle vise pour 2030, bon, ça implique de doubler le rythme actuel. Voilà, le rythme d'efficacité énergétique actuel est déjà fort, mais les objectifs impliquent de le doubler. Donc voilà, on n'a sans doute pas fini de développer les outils, de parler de chaleur de récupération, de parler de certification ISO 50001. Et d'ailleurs, la directive efficacité énergétique va l'imposer pour toutes les entreprises qui consomment au-dessus d'un certain niveau d'énergie. Et en France, on estime que ce sera 1000 entreprises qui devront être réglementairement certifiées ISO 50001. Aujourd'hui, on est à 759. Voilà, j'ai amené le chiffre avec moi. Donc, dans les 759, il y en a sans doute qui n'étaient pas obligés, qui ne le seront pas. Mais ça veut dire qu'on en a encore bien 300 ou 400 qui doivent devenir ISO 50001 d'ici 3-4 ans. Et comme ça met bien 2 ans pour se faire, c'est un sujet d'aujourd'hui.
Donc bon, l'efficacité énergétique, le premier vecteur, le moins carboné. Puis ensuite, il y a tout le volet des énergies renouvelables et peut-être notamment la chaleur. C'est vrai qu'au niveau européen, là, je souhaite en parler un peu parce que c'est un sujet un peu nouveau. La chaleur est spécialement mise en avant avec chaque État membre qui doit se fixer un objectif de déploiement de chaleur renouvelable dans l'industrie. Et pourquoi ? Parce que la moitié de la demande de l'industrie européenne de chaleur a une chaleur en dessous de 200 degrés. Et en dessous de 200 degrés, c'est pas insurmontable de faire ça avec de la chaleur renouvelable. Bon, le solaire, solaire, c'est peut-être un peu moins comme température, mais il y a quand même beaucoup de besoins, par exemple en agroalimentaire, je sais pas, vers 70 degrés, mais aussi des solutions géothermiques ou électrification avec des packs haute température. Ce sont vraiment des choses qui peuvent être faites et qui méritent d'être faites pour la décarbonation, la baisse de la facture énergétique, enfin beaucoup de choses. Sur l'ambition de la directive énergie renouvelable, puisqu'il y a une directive efficacité énergétique mais aussi renouvelable, c'est pareil, c'est x2. Le rythme actuel est fort et c'est un x2 qu'il faut faire. Et ceux qui ont analysé plus finement disent même qu'il faut faire x2 et demi pour l'industrie. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui est devant nous. Autre illustration de ce paquet européen, c'est que les audits énergétiques que vous avez déjà faits dans vos entreprises, il faut les faire tous les 4 ans, eh bien le prochain devra aussi évaluer tout le gisement de chaleur renouvelable. Voilà, c'est ce qui est prévu dans les projets de texte européens. Bon, dans les types d'ENR, il y a un peu de tout, hein. Je ne les ai pas tous cités. D'ailleurs, tout à l'heure, vous évoquiez les CSR, je ne les ai pas forcément cités, mais vraiment la cible des ENR, ce que je pense être la cible, c'est dans les 30 ou 50 grammes de carbone. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire biomasse, solaire, géothermie, les réseaux de chaleur, ceux qui sont à plus de 70% ENR et R, c'est un gros tiers des réseaux de chaleur. Et dans 5 ans, ce sera à peu près 2 tiers des réseaux de chaleur. Donc ça, c'est à mon sens des énergies qu'il faut explorer absolument maintenant pour éviter de faire fausse route sur d'autres énergies. Et puis on a aussi 2 types d'énergie qui sont peut-être un peu plus loin de la cible, mais qui s'en rapprochent tout le temps. C'est l'électricité, et notamment si c'est associé à une pompe à chaleur, là ça rentre dans la cible avec les 60 et quelques grammes de carbone. Et puis les réseaux de chaleur qui sont encore aujourd'hui moyennement carbonés, donc à 50%, c'est-à-dire en dessous de la moyenne des réseaux, qui ont une tendance très forte au verdissement. Bon voilà, je vous laisse sur cette cible de décarbonation, en renouvelant le message qu'il est important d'aller vite. Je pense que le GIEC cet été nous l'a rappelé, et qu'en même temps il nous rappelle qu'il n'est pas trop tard pour agir utilement pour le collectif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Restez 30 secondes avec nous. On va voir s'il y a quelques questions, si vous voulez bien répondre à une ou 2 questions, s'il y en a bien sûr dans la salle. On avait prévu 2-3 minutes pour ça. Alors, un monsieur lève la main. Alors, la question du micro. Oh, il y en a plein maintenant. Alors, donc, des questions courtes, précises et gentilles. Je ne la pose pas. Quand même. Je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement gentille, mais je vais essayer de la modérer. Vous avez confirmé que l'efficacité énergétique permettait de réduire, de décarboner l'industrie. Il y a un certain nombre de leviers qui ont été mis en place, comme notamment, je pense au contrat de performance énergétique, au C2E. Et hier, on a évoqué pour les industriels de dérisquer les projets, et à juste titre, le CPE est un moyen de dérisquer le projet, puisque finalement la responsabilité des économies à atteindre était portée par le prestataire. Or, il y avait une excellente idée qui avait été, qui était d'actualité jusqu'au 31/12 de cette année, c'était la bonification du CPE par la CPE des C2E. Vous le supprimez pour des raisons d'effet d'aubaine qu'on peut comprendre, mais est-ce que vous pensez que finalement, vous pensez revenir sur cette décision, annuler les effets d'aubaine par un autre mécanisme, et est-ce que cette décision peut être à court terme remise en cause ? Oui, là du coup, cette évolution réglementaire, elle est réglée. Dans quelques mois, il n'y aura plus cette bonification CPE pour l'industrie. C'était recentré et largement augmenté pour les bâtiments tertiaires et résidentiels. Bon, en disant ça, je sais que je vous déçois infiniment. Mais effectivement, c'était une mesure de recentrage des différentes bonifications et elle ne va pas être remise en cause. Voilà, il y a un volume global de bonification qui est arbitré en interministériel et qui est réglé. Là maintenant, ce qui est important, du coup, le corollaire de cette inflexibilité, on va dire, dans les règles, c'est que les règles de 5e période C2E, qui démarrent en 2022 jusqu'en 2025, sont aujourd'hui pleinement connues
Et les projets peuvent se dérouler jusqu'à 2025 avec ces règles. Oui, une autre question là-bas, derrière. Oui, bonjour, vous avez parlé de l'industrie de la décarbonation. J'ai envie de vous parler de l'agriculture de la décarbonation. Je voulais savoir où vous positionnez le biométhane. Je pense qu'il est avec le bloc biomasse, solaire et géothermie dans votre graphique. Je ne sais pas, le contenu carbone du biométhane, ça dépend pas mal de comment il est fait. Du coup, je ne suis pas expert du sujet, mais vous, combien de grammes ? Ben écoutez, ça dépend dans quel outil on le prend, mais on prend 44 grammes. Donc c'est pas mal. Exactement, tout à fait. Donc on se situe avec la biomasse, le bois, le solaire. Une autre question ? Ce qui est bien avec vous, Monsieur Dauzière, c'est que vous savez répondre de manière très concise. Moi, j'aime bien. Oui, bonjour, Gaëtan Mandago de Ecotech Ceram. J'ai une question, pareil, assez spécifique sur les C2E. Vous parlez beaucoup d'économie d'énergie. Effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est le premier axe de travail. Et nous, on a beaucoup de projets qui sont donc sur cet aspect-là, et on est souvent en dessous de la fameuse limite des 6 gigawattheures de la fiche spécifique C2E. Enfin, quand on est hors fiche standard, on est souvent entre 2, 3, 4 gigawattheures par an d'économie. Et donc, la question, c'est est-ce que cette fameuse limite des 6 gigawattheures va être amenée à évoluer un jour ? Déjà, pourquoi elle est à 6 gigas ? Est-ce que c'est juste une question de charge de travail côté des GEC, ou je ne sais pas, ou est-ce que c'est une autre raison ? Et puis, est-ce qu'elle est amenée à évoluer ? Oui, donc là, c'est sur la récupération de chaleur fatale. Hein, c'est bien ça. On avait une fiche d'opération standardisée sans limite, et il y a eu beaucoup d'abus qui ont été constatés. Donc on a mis une limite, et au-dessus de cette limite, on regarde avec une opération spécifique à chaque fois ce qui se passe comme projet. Donc c'est du sur cas par cas, on va dire. Et cette limite, du coup, a été instaurée il y a 2 ans. Enfin, avec le Covid, on ne sait plus très bien compter les années. Et c'était aligné sur des règles ADEME. Donc voilà comment elle a été réglée. Et là, c'est vrai que ça fait 2 ans maintenant, donc on peut faire un retour d'expérience de est-ce que c'était une bonne limite, combien il y a de projets au-dessus, en dessous. C'est vrai qu'à l'époque, on hésitait entre 6 et 12, je crois. Donc ça peut être un bon moment pour faire un retour d'expérience dans le GT Industrie de la T2E, peut-être. Merci beaucoup. Alors, on va arrêter sur les C2E parce que c'est pas un congrès sur les C2E, hein, quand même. Mais peut-être juste pour conclure, vous l'avez évoqué, il va y avoir une refonte de la SNBC, de la PPE. On a le cadre général du Fit for 55 européen et les évolutions de directives que vous avez évoquées. Donc, vous avez dit foncer. Moi, je prendrais l'image du coureur de fond. Donc, tout le monde est parti pour faire une grande et longue course. Seulement, ça ne va pas être du plat, petit à petit, ça va être une pente, 5, 10%, je ne sais pas combien. À votre avis, comment, sur le long terme, on peut, alors évidemment, vous avez plein d'outils pour ça, continuer de motiver les gens à avancer. Il n'y aura pas des plans de relance tous les 5 ans, enfin, en tout cas, pas à cause d'un Covid, on l'espère. Voilà, alors, un peu sur le long terme, comment garder la motivation de tous les acteurs qui sont concernés par cet enjeu de la décarbonation de la société. Déjà le fait d'avoir des planifications, des stratégies, voilà, c'est quelque chose qui permet quand même d'aller loin. Après, vous dites qu'il n'y aura pas de plan de relance tous les ans. Bon, c'est vrai. Mais d'un autre côté, là, je discute tout à l'heure avec la direction immobilière de l'État. Elle me dit, si je veux atteindre les objectifs de la directive efficacité énergétique sur mes bâtiments de l'État, il me faut un plan de relance chaque année jusqu'en 2030. Et voilà, donc on le voit tout à l'heure, on va voir le détail, mais oui, je suis sûr que c'est vrai. Donc c'est peut-être un plan de relance qu'il faut chaque année, mais c'est peut-être pas un plan de relance public à chaque fois payé par l'État. Mais c'est vrai que l'ampleur de la tâche est sans doute de l'ampleur du grand de relance. Donc il faudrait continuer les dispositifs actuels. Voilà, en disant ça, vous savez que je ne suis pas décisionnaire aujourd'hui pour dire pendant 10 ans on continue le plan de relance, mais c'est quand même les ordres de grandeur et la dynamique à avoir. Donc, vu ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est assez libéral et finalement le signal carbone qui a été pas mal évoqué est quand même une bonne aiguille dans le talon pour les années qui viennent et j'espère les 10 ans au moins qui viennent. Très bien. Écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à quelques questions. On peut l'applaudir.